Accompagné de sa mère, Grace arrive au rendez-vous des majors au pôle scientifique et technologique de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En terminale D au lycée Sainte-Marie de Cocody, elle est majeure de sa promotion. Moi, j'étudie beaucoup, j'écoute les conseils aussi des encadreurs de l'école. Je relis les cours qui sont passés dans la journée, puis je fais les exercices du livre, puis je demande de l'aide aussi, des grandes personnes comme mes parents ou des professeurs du lycée. Comme la plupart des parents de majors, sa mère ne semble pas surprise de ses performances. En tant que parent, c'est une fierté d'avoir sa fille qui est major de promotion. Mais le mérite lui revient parce que c'est elle-même que l'initiative, elle veut exceller, donc elle se donne les moyens d'y arriver. Sa première passion, la lecture, et puis elle est très sociable. Elle aime s'intégrer dans les groupes partout où elle se trouve. Elle a un esprit de leader. Partout où elle arrive, elle veut encadrer, elle veut être celle-là qui entoure tout le monde. Et elle a une oreille vraiment attentive. Opportunité pour Grace de se frotter à de nombreux autres majors de promotion. C'est le travail en fait, c'est la concurrence en classe quoi. C'est tout. C'est le travail, juste le travail. Puisque je suis dans une série scientifique, il faut d'abord faire plusieurs exercices. Voilà, plusieurs exercices pour assimiler les notions. Maintenant ensuite, il ne faut pas aussi négliger les matières littéraires. Il faut aussi travailler dans ces matières, bosser les leçons, puisque je suis passionné des sciences. J'aimerais bien un jour faire une découverte scientifique ou d'apporter mon plus au monde, comme on dit. Appelés à partager leurs expériences avec les plus jeunes, les anciens majors ont insisté sur l'importance de l'encadrement des élèves pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes à l'école. Si on veut que l'enfant soit major dans son école, il faut que nous-mêmes, en tant que parents, nous nous mettons dans les dispositions d'avoir un enfant major, donc de lui donner les conditions minimales de réussite. Être major, c'est un état qui est ponctuel. Ce que nous attendons de cet atelier, que le major se découvre lui-même et qu'il se découvre à travers les autres et surtout qu'il voit quel est le potentiel qu'il a pour pouvoir aider notre société à émerger. En créant ce rendez-vous et cette plateforme de majors, le groupe ESSOC, créé depuis 1987, veut soutenir et célébrer le travail, le mérite, l'excellence ou toute action d'éclat concourant au développement et à la dignité humaine. Après le renforcement de leurs capacités à travers les formations, la remise des kits de reportage, ces journalistes radio reçoivent aujourd'hui un important lot de matériel informatique. Ils ont reçu 50 ordinateurs pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce don, financé par l'ambassade des États-Unis, s'inscrit dans le cadre du projet Radio Synergie États-Unis-Côte d'Ivoire. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui est un pays multiple, un pays de diversité, avait besoin d'une synergie pour parler d'une même voix. Donner des informations dans toutes les régions de Côte d'Ivoire contribue à l'inclusion sociale et à la promotion de la démocratie. Nous pensons que plus ensemble, nous sommes plus forts. Et les radios ont besoin de travailler ensemble et non individuellement. Il est très important que cette diversité s'exprime à travers les médias. Nous travaillons sur 4 thématiques: la santé, l'économie inclusive, la sécurité des civils, la démocratie et la bonne gouvernance. Des thématiques très très importantes pour que le peuple puisse s'exprimer et que nous puissions donner aussi des informations ou sensibiliser, notamment au niveau de la santé, les populations sur les différentes pathologies, mais nous traitons des contenus beaucoup plus larges. Karamoko Bamba, président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa gratitude aux donateurs. Pour lui, ces outils leur permettront d'être plus efficaces dans l'exercice de leur métier, mieux d'améliorer leur grille de programme. Il a par ailleurs invité ses confrères à plus d'ardeur au travail pour une radio de proximité de qualité. Le projet Radio Synergie États-Unis-Côte d'Ivoire est piloté par le studio Mosaïque et a permis la création d'une plateforme de partage de programmes entre les différentes radios de proximité. Face à la problématique du travail des enfants, l'État de Côte d'Ivoire a pris des initiatives, notamment l'adoption d'une loi interdisant la traite et les pires formes du travail des enfants. Un système d'observation et de suivi du travail des enfants, en abrégé SOSTECI, a même vu le jour en 2011 et expérimenté dans 7 départements
dans le cadre d'une première phase pilote. À présent, il s'agit de couvrir l'ensemble du territoire national. À ce titre, il est prévu cette année la mise en œuvre du SOSTECI à San Pedro et à Grand Biribi, 2 villes dans la nouvelle boucle du cacao. Et dans le processus, il y a plusieurs étapes. Il y a au niveau départemental les comités départementaux, il y a les comités sous-préfectoraux et au niveau donc, des villages, les comités villageois qui donc font les activités de sensibilisation, de collecte de données et d'assistance aussi aux personnes qui en ont besoin, aux enfants qui sont victimes et aux enfants vulnérables. Avant toute chose, il faut renforcer la capacité des membres des unités opérationnelles du SOSTECI dans le département de San Pedro à travers cet atelier de 3 jours. Au niveau de Grand Biribi, ce que nous allons avoir comme technique de travail, c'est d'aller sur le terrain, visiter les sites sur lesquels les enfants travaillent et parler avec les employeurs de ces enfants-là, quel est le genre de travail auquel l'enfant n'a pas droit et quel est ce travail qui est un travail éducatif donc dans lequel on peut laisser aller l'enfant. Bientôt, un autre atelier de ce genre va se tenir à San Pedro, mais cette fois, va regrouper les membres du comité de San Pedro et de Grand Biribi. Les gestes précis sont centenaires. Comme 3 générations avant lui, Yuichi Hirose est artisan teinturier. Créateur de tissus pour kimono, il fait partie des derniers au Japon à encore vivre de son art. Le kimono s'est éloigné du quotidien et très rares sont les personnes qui en portent dans la vie de tous les jours. L'occidentalisation de la société japonaise a relégué le kimono au placard. Compliqué à nouer et inconfortable, on le ressort seulement pour les grandes occasions, comme les mariages ou cérémonies de passage à l'âge adulte. Car ce vêtement, symbole du Japon traditionnel, coûte cher, très cher. En soie naturelle et peint à la main, il peut valoir plusieurs milliers d'euros. En 40 ans, le marché a été divisé par 7. Pour survivre, certains ont commencé à utiliser des matières moins chères et facilement lavables, comme le lin, le polyester ou le coton. Le créateur Jotaro Saito, habitué de la Fashion Week, s'est même tourné vers le denim, le jersey et la laine. Son but, ramener le kimono dans la rue. On se doit de proposer des kimonos qui feront véritablement partie de notre garde-robe, comme une tenue à part entière pour souligner sa personnalité. À côté des créateurs, il trouve aussi un nouveau souffle grâce à la location pour touristes en quête d'immersion culturelle, mais seulement pendant quelques heures. Pas sûr que cela suffise à dépoussiérer ce symbole de l'élégance nippone. Alors qu'il négociait un accord politique historique avec le Parti communiste italien, Aldo Moro est enlevé le 16 mars en plein Rome par un commando du groupe armé des Brigades Rouges dirigé par Mario Moretti. Ses gardes du corps et son chauffeur sont abattus par ce groupe terroriste d'extrême gauche qui réclamait la libération des 13 prisonniers. Aldo Moro a été 5 fois président du Conseil italien entre 1963 et 1976. En pleine guerre froide, il devient la figure de l'ouverture politique en rendant possible le compromis historique. Membre de la démocratie chrétienne, il souhaite intégrer des membres du Parti communiste au pouvoir. Cette entente, si elle avait eu lieu, aurait donné naissance à un gouvernement formé par les 2 principales forces politiques du pays. Malgré les lettres que Moro leur fait parvenir, les autorités refusent de céder à ces exigences. Au terme d'un procès du peuple à huis clos que ses ravisseurs lui font subir, Moro est exécuté. Personnalité dérangeante. Le président de la démocratie chrétienne et candidat à la présidence de la République sera exécuté le 9 mai 1978. Aldo Moro sera retrouvé mort dans une voiture volée abandonnée dans une rue secondaire de Rome. Ce drame soulève la réprobation générale. Les partis politiques s'unissent pour dénoncer le terrorisme et des manifestations publiques d'envergure sont organisées. Les Brigades Rouges, groupe terroriste formé à la fin des années 60, demandaient la libération d'une dizaine de leurs membres qui font face à la justice en échange de la vie de leurs prisonniers. Avec le temps, plusieurs théories seront avancées pour expliquer l'enlèvement et la mort d'Aldo Moro, dont celle d'un complot
plus complexe dans lequel les brigades rouges n'auraient pas été les seuls acteurs. Une partie de la démocratie chrétienne avait aussi refusé officiellement de négocier avec les brigades rouges malgré les appels d'Aldo Moro à négocier. Grâce aux dénonciations des militants repentis, il parviendra à arrêter de nombreux brigadistes dont les activités cesseront dans les années 80.